pour la fin de ce colloque. J'ai l'honneur de présider cette table ronde sur un sujet hautement polémique. Le sujet de l'antisémitisme à gauche, qui passionne et enflamme le débat public, alors sporadiquement depuis les années 2000, mais presque chaque semaine depuis le 7 octobre 2023. Il me semble que pour aborder convenablement cette question de l'antisémitisme à gauche, nous devons d'abord préciser ce qu'on entend exactement par ces deux termes, antisémitisme et gauche, et qui sonne pour beaucoup comme un oxymore. Alors, ce que recouvrent précisément ces deux mots est en soi un débat qui a des chances d'animer notre table ronde, car le terme gauche est mouvant dans l'histoire. Le libéralisme était hier une philosophie politique de gauche, il est aujourd'hui attribué à la droite. Le populisme était hier une position politique de droite, on le voit aujourd'hui à gauche. Par gauche, j'entends l'ensemble des personnes, des organisations, des acteurs et des actrices qui agissent dans le sens d'une transformation de notre système social reposant sur la propriété privée des moyens de production. Les personnes qui peuplent les gauches considèrent que ce système social, le capitalisme, est une entrave à l'égalité et l'émancipation collective. Pour les gauches, c'est la socialisation des moyens de production qui est l'horizon à atteindre afin de garantir l'égalité, la prospérité et le bonheur. Parmi les acteurs des gauches, on peut discerner le mouvement social des partis politiques. Le premier, c'est un ensemble d'organisations de la société civile, les syndicats, le secteur associatif, etc. On va s'y intéresser dans nos discussions. Mais du côté des partis politiques de gauche, ils défendent la socialisation des moyens de production, ou en tout cas mobilisent cette idée. La question de la place des partis qui prennent l'alliance avec le marché néolibéral se pose. Avec la définition que j'ai proposée, le Parti socialiste est-il, et aussi une partie des Verts, sont-ils de gauche ou d'autre chose, de centre-gauche? La question se pose. De l'autre côté, à gauche de la gauche, ou l'extrême gauche, je range l'ensemble des organisations politiques qui mènent une action dans un cadre extra-parlementaire et ou extra-légal. On pourrait dire une partie du nouveau parti anticapitaliste, lutte ouvrière, les partis libertaires, anarchistes, les autonomes, etc. Dans la gauche politique qui mène ses actions dans le cadre républicain, je range donc la France insoumise, aujourd'hui le Parti communiste, une partie des Verts, et d'autres petits partis, ainsi qu'un bon morceau du mouvement syndical ou du mouvement social. Alors, les gauches, extrême gauche et les centres-gauches, dans leur entièreté, des libéraux aux libertaires, des sociodémocrates aux populistes, et tout cela se perçoivent, et à juste titre, comme héritières du camp Dreyfusard et dreyfusistes, de la résistance anti-nazie. Ce sont les partis de gauche, des communistes aux socialistes, qui ont fait promulguer le droit antiraciste ou antinégationniste, rendant l'antisémitisme sanctionnable par la justice après la Shoah. Et pourtant, si le mouvement social et les partis de gauche sont les acteurs de la société qui ont effectivement le plus lutté contre l'antisémitisme, il existe bel et bien dans l'histoire des formes d'antisémitisme qui leur sont propres. C'est chez les socialistes du 19e que s'est forgée une analyse personnificatrice de la domination dans la figure du capitaliste juif, une critique tronquée du capitalisme qui identifie la finance internationale et qui l'attribue aux manœuvres d'un syndicat juif imaginaire et menaçant pour le corps national. Oui, le socialisme, avant de se structurer au début du XXe, a apposé un signe d'égalité entre les mots judaïsme et capitalisme. Il a, ce faisant, confondu l'antisémitisme avec l'émancipation collective. Rappelons que l'affaire Dreyfus est un moment de clarification, puisqu'il oppose les socialistes nationalistes aux socialistes internationalistes, et qu'ils prennent conscience de leur divergence à l'issue de l'injustice subie par le capitaine juif. L'histoire de la gauche est donc liée à la question de l'antisémitisme. C'est le caractère prétendument rebelle de l'antisémitisme, sa prétention à être un moyen d'accession à la justice sociale qui le rend attractif
pour ceux et celles qui entendent critiquer l'ordre établi, et ce, bien au-delà de la gauche. Alors, 50 ans plus tard, au sein de la Russie stalinienne, au nom de l'Internationale ouvrier, a lieu d'abord une criminalisation de la dénonciation de l'antisémitisme nazi, puis l'effacement de l'histoire et des cultures juives soviétiques, l'assassinat de nombreuses figures juives et des politiques antisémites d'État. Les accusations contre les juifs sont recyclées en accusations contre les sionistes. Dans les années 70, on a vu des partis de l'extrême gauche, critiques du stalinisme et de la démocratie libérale, se rapprocher du négationnisme, jusque-là, une théorie jusque-là, cantonnée au cercle conspirationniste de l'extrême droite, qui est alors en recomposition après la guerre. On observe un revirement de l'attitude des partis politiques français vis-à-vis d'Israël. Le Rassemblement national, aujourd'hui, qui était antisioniste hier, devient sioniste dans les années 2000, avec la dédiabolisation, et les gauches s'éloignent du sionisme à partir de la guerre des 6 jours. Depuis les années 2000, qu'entend-on par antisémitisme de ou par la gauche? L'antisémitisme secondaire, voire des formes de négationnisme banalisé, l'idée qu'on parlerait trop de la Shoah, ou que la mémoire de la Shoah écraserait celle des autres mémoires, l'accusation d'autosémitisme, c'est-à-dire l'idée que les juifs inventeraient l'antisémitisme dans un but manipulatoire, comme la silenciation de la critique d'Israël par exemple. La démocratisation d'Internet a-t-elle participé à la diffusion du ressentiment anti-juif ? Probablement que oui, c'est le moyen qui a été utilisé par certains génies de la bataille culturelle. Je pense aux militants antisémites dont on a dit quelques mots tout à l'heure, Dieudonné, Alain Soral. Ils ont réussi à changer la définition du mot sioniste dans le débat public pour le transformer en une insulte. Et cette définition s'est transmise à gauche, dans une trajectoire qui reste encore à définir. À préciser, pardon. Robert Faurisson, qui avait fait passer le négationnisme comme une question respectable, Dieudonné l'a fait passer pour une attitude rebelle, un signe de ralliement anti-système. Il a rendu une mode, on l'a vu, avec les ananas floqués par milliers sur les ronds-points des Gilets jaunes, mais aussi avec la quenelle, ce salut nazi inversé, observé sur des piquets de grève pendant la loi travail, sur des piquets de syndicalistes. Les gauches semblent ne pas avoir dressé de bilan de l'influence de Dieudonné et d'Alain Soral, et la question se pose pour savoir s'il resterait une trace des résidus de cet antisémitisme. Au temps de l'Algérie française, les colons appelaient à une alliance entre chrétiens et musulmans contre les juifs. Cet appel a été réactualisé par Alain Soral dans son livre « Comprendre l'Empire ». Et dans Les Beaufs et les barbares, le Paris du nous, Ouria Boutelja, au nom de l'anti-impérialisme, appelle à l'alliance non plus des chrétiens mais des beaufs, non plus des musulmans mais des barbares, contre non plus les juifs mais les sionistes. La proximité des idées interroge, y a-t-il convergence idéologique? Y a-t-il circulation des idées entre identitaires de gauche et de droite? Le succès de la polémiste identitaire et sa proximité avec la France insoumise interrogent donc à juste titre. La France insoumise, qui fait couler beaucoup d'encre au point de focaliser toute l'attention du débat public, on en oublierait presque l'antisémitisme qui sévit encore et toujours parmi les droites. Dans ses billets de blog, lors de ses discours ou en direct sur plusieurs chaînes d'information, le leader de la France insoumise a réactivé de multiples accusations faites aux Juifs dans l'histoire. Thèse du peuple déicide, suspicion de double allégeance, complotisme, accusations faites à des Juifs de former un corps antinational, d'être infidèles à la France, attribution de différents projets de nuisance au judaïsme, refus de la responsabilité de la participation de l'État français pendant la Shoah, adhésion à des thèses qui empruntent à la sionologie. L'antisémitisme est là avéré, aggravé et avancé. Et pourtant, les gauches politiques, les centres-gauches et les extrêmes-gauches refusent de considérer, en tout cas de le dire publiquement, qu'il existerait un antisémitisme de ou par la gauche. Ces gauches se recroquevillent dans un mécanisme défensif, le rayon paralysant, je pense qu'on va le détailler, l'antiracisme procédurier, le déni tautologique, la dénonciation de l'instrumentalisation de l'antisémitisme
en place de la lutte contre l'antisémitisme. Bon, on a parlé de ces attitudes entre hier et aujourd'hui, mais on va en reparler encore. Alors, ces manifestations d'antisémitisme de gauche sont-elles des dérives, des aberrations? Est-ce que ce sont des idées, des attitudes qui seraient exogènes à la gauche et qui se retrouveraient importées malencontreusement? Faut-il parler d'antisémitisme à gauche? Ou bien, est-ce qu'il existe-t-il des formes d'antisémitisme spécifiques et propres à la gauche? Et dans ce cas-là, faudrait-il parler d'antisémitisme de gauche? Ou bien, l'antisémitisme doit-il être pensé en dehors de la couleur politique? Et dans ce cas-là, devrait-on parler d'antisémitisme par la gauche? Pour réaliser un diagnostic de l'antisémitisme de ou par la gauche, j'ai l'honneur d'avoir avec moi 2 chercheurs et 2 chercheuses que je vais présenter les uns après les autres pour les lancer. J'aurais demandé l'impossible tâche de préparer une communication de 10 minutes afin qu'il nous reste du temps pour une discussion avec la salle. Il faut qu'on respecte ce timing puisque des intervenants doivent partir absolument à 19h. Donc on va commencer tout de suite avec Zoé Grimberg. Tu es historienne. On te doit une thèse sur le secteur juif du Parti communiste français après la Seconde Guerre mondiale, qui sera publiée prochainement. Tu as aussi publié dans un ouvrage collectif, Des larmes au rire, sur la Commission centrale de l'enfance, qui a été rattachée à l'Union juive pour la résistance et l'entraide. Ce colloque porte sur l'antisémitisme aujourd'hui en France, mais je me suis dit qu'il était nécessaire de rappeler la profondeur historique de l'antisémitisme de ou par la gauche. Et il y a quelque chose que j'ai un peu thématisé, mais dont tu vas nous parler plus précisément. C'est la question du déni. Cette idée qu'il ne pourrait exister de l'antisémitisme à gauche et comment ce déni peut se transformer lui-même en antisémitisme. Je te rappelle que tu as 10 minutes. Je vais vous parler effectivement depuis mon sujet de thèse, donc sur ce que j'ai appelé le secteur juif du Parti communiste français, qui est en fait une émanation ou la transformation de la section juive de la MOI, la main-d'œuvre immigrée, dont on a entendu parler l'année dernière avec la panthéonisation de Missak et Méliné Manouchian. Et donc, à partir de ce terrain, donc les Juifs dans le Parti communiste français après la Seconde Guerre mondiale, je vais essayer effectivement d'aborder une des questions de ma thèse qui permettait de traiter de l'antisémitisme, qui est celle du rapport entre le Parti communiste français, les immigrés, parce que les Juifs que j'étudie étaient des immigrés, et les minorités. Et comment, en fait, ce lien entre immigrés, minorités et Parti communiste français soulève dans le cas des Juifs la question du déni, ou des dénis, on en avait vu 3, de l'antisémitisme. Juste pour un petit rappel historique sur ces groupes d'immigrés au sein du Parti communiste français. Le Parti communiste français, dans les années 20-30, à la fin des années 20, a créé un certain nombre de structures pour accueillir des communistes étrangers, immigrés. En gros, il y a un certain nombre d'immigrés qui arrivent en France à ce moment-là, qui sont communistes, qu'il s'agisse d'Italiens antifascistes qui fuient l'Italie, d'Espagnols plus tard qui fuient l'Espagne, de Juifs qui viennent de Pologne, de Hongrie, d'un certain nombre de pays. Et le Parti communiste français s'aperçoit que c'est un vivier de militants important, mais qui ne parlent pas français. Pour la plupart, donc, pour une raison organisationnelle et pas tellement... Il n'y a pas d'enjeu ici de volonté... le Parti communiste ne veut pas du tout encourager ces gens à se replier sur eux-mêmes, comme il dit. Pour des raisons strictement organisationnelles, on crée des groupes de langue au sein de la CGTU d'abord en 24, puis du PC. C'est dans la main-d'œuvre immigrée, donc des groupes de langue ou de nationalité. Et donc les Juifs, que moi j'étudie, étaient en fait un groupe de langue yiddish. On dit le groupe de langue juif, mais en fait c'était le groupe des Juifs, mais c'était des yiddishophones. Il y avait des Juifs par ailleurs dans d'autres sections. La section polonaise, par exemple, pouvait accueillir des Juifs. Moi, j'ai précisément étudié les yiddishophones après-guerre. Le PCF, un des objectifs dans ces années-là, c'est vraiment une décision pragmatique, c'est de dire ces gens-là militent ensemble dans ces groupes-là pour des questions linguistiques. Par ailleurs, ils adhèrent aux cellules du parti. C'est une obligation théorique. Ils adhèrent aux cellules du parti et progressivement, ils vont apprendre le français, puis ils deviendront français. On les aidera pour ça et les groupes vont disparaître. Pendant la guerre, petit changement,
le Parti communiste français, dans le cas des Juifs en particulier, va, pour les Juifs, cesser de faire une distinction entre Français, Juifs et étrangers, Juifs étrangers, en estimant que donc la MOI continue d'exister, hein, mais en disant que des Juifs français doivent s'allier aux Juifs étrangers pour la simple et bonne raison qu'ils sont considérés comme un groupe qui fait groupe par les nazis, puisqu'ils sont ciblés pour une question raciale. Et donc ils doivent s'engager entre eux, entre Juifs, et donc on annule temporairement la distinction entre Français et étrangers, qui était celle qui jouait au sein du Parti communiste français. Cette position après-guerre, c'était la grande question de ma thèse. Est-ce que cette position perdure? Alors très vite, non. Dans l'immédiat après-guerre, donc avant même le retour de Thorez, mais donc on revient du RSS en novembre, avant même le retour de Thorez, les Juifs, des groupes juifs, savent que la politique du parti va être en théorie de supprimer la MOI. Le parti a décidé que les étrangers en son sein avaient payé de leur sang leur intégration en France, qu'il était temps d'annuler ces groupes spécifiques d'étrangers et qu'on pouvait les intégrer progressivement dans les cellules françaises. C'est lié à une inquiétude d'autonomie de ces étrangers qui, pendant la guerre, dans la clandestinité, dans la résistance, ont pris des décisions qui montrent une forme d'autonomie qui entre en contradiction avec le centralisme démocratique du parti. Et très vite, le PCF va s'inquiéter de ce qu'il appelle les tendances nationalistes des Juifs qui vont être un groupe qui va lutter, c'est un des groupes qui va lutter le plus pour la survie de leur structure propre. Et pour quelles raisons? Notamment l'antisémitisme. Donc il y a une lettre très importante qui est écrite en décembre 1944 par le président de l'Union des Juifs pour la résistance et l'entraide, Charles Lederman, qui est plus tard sénateur communiste, qui va écrire au Parti communiste français, mais aussi à d'autres partis au même moment, en disant « En France, il y a un problème juif, il ne faut pas le nier. Ce problème juif nécessite qu'on s'engage contre, et au sein du PC, nous avons conscience que seuls les Juifs vont vraiment prendre ce problème en charge. De la même façon que pendant la guerre, ce sont les Juifs qui devaient lutter au sein du PC contre l'antisémitisme, c'est les Juifs qui faisaient toute la propagande contre l'antisémitisme au sein du PC. Après-guerre, les Juifs communistes ont conscience de la nécessité du maintien de ces groupes pour lutter contre l'antisémitisme et pour leurs droits. Et la grande question, la question que je posais, c'était que va faire le parti. Et donc, pendant plusieurs années, il va y avoir une sorte de tension entre les groupes juifs de la MOI et le PC pour le maintien de ces groupes. Et ça m'amène à trois questions, trois manières dont le parti envisage l'antisémitisme et qui permettent de comprendre pourquoi le parti ne veut pas le maintien de ces groupes. Le premier point, c'est la question de l'antisémitisme en France qui perdure donc après la libération. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi bien au sein du parti que de la plupart des partis politiques de l'époque et de l'Assemblée constituante, une des grandes idées qui circulent, c'est que si les Juifs réclament des réparations à hauteur de leur spoliation, donc si les Juifs demandent, par exemple, des lois spécifiques pour récupérer leurs biens spoliés, ça va susciter de l'antisémitisme. Et donc, le Parti communiste, comme l'Assemblée constituante, est dans une posture qui consiste à dire la République, telle qu'elle est de nouveau, ne va pas faire une politique spécifique pour les Juifs, puisque Vichy faisait ça. Et nous, on est la République. Donc on ne fait pas de politique spécifique pour les Juifs, y compris si c'est une politique de réparation d'une politique de spoliation qui était antisémite. Le Parti communiste français, à ce moment-là, dit aux Juifs de ne pas faire de racisme à rebours, parce que ceux-ci demandent des politiques spécifiques et le maintien de leur groupe. Donc ça, c'est un premier point. C'est ce que, il me semble, t'appelles parfois le renversement de la charge, c'est-à-dire comment le parti va dire vous allez susciter de l'antisémitisme en essayant de lutter contre. Donc ça, c'est un premier point. À nuancer toutefois, puisque des travaux, la mission Matteoli notamment, ont montré que les politiques de restitution et de lutte contre les spoliations avaient en réalité porté leurs fruits, mais elles ont mis du temps. La réparation a mis du temps, et les discours publics et politiques ont fait beaucoup de mal, en fait, au monde juif qui, à ce moment-là, vivait cela comme une grande injustice. Et donc, il y a peut-être effectivement une vraie réparation, mais dans les faits, il y a eu des discours qui ont fait du mal. Le deuxième point, c'est la manière dont le Parti communiste français analyse l'antisémitisme. Et ce qui est intéressant, c'est que avant la Seconde Guerre mondiale, puis pendant la guerre, il y a eu un changement dans la manière dont le Parti communiste le conceptualisait.
Avant-guerre, l'antisémitisme était conceptualisé de manière essentiellement antifasciste, c'est-à-dire l'antisémitisme était fasciste, donc en luttant contre les fascistes, les nazis, on luttait contre l'antisémitisme, et il n'y avait pas de lutte spécifique contre cette action, enfin contre l'antisémitisme, il fallait lutter en général. Mais en fait, pendant la guerre et même un peu avant, le Parti communiste et l'URSS ont reconnu la dimension spécifique de l'antisémitisme nazi, notamment sa dimension raciale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après-guerre, on revient très vite, dès 1945, à la définition antifasciste de l'antisémitisme. Et donc, ça permet au Parti communiste de dire il n'y a pas de raison que les Juifs s'allient et maintiennent des groupes spécifiques au sein du Parti communiste français, puisque l'antisémitisme n'est pas un problème juif, ne cible pas, il cible certes les Juifs, mais en fait c'est d'abord un problème de fascisme. Et donc, le Parti communiste dit souvent aux Juifs qui réclament le maintien de leur groupe, non mais les Juifs étrangers ont les mêmes intérêts que les étrangers au sein du parti, les Juifs français ont les mêmes intérêts que les Français, et donc tout ce petit monde va lutter contre le fascisme, et dès lors, l'antisémitisme disparaîtra. Donc là, il y a une forme de déni, d'une persistance, d'une forme d'antisémitisme qui n'est pas réductible au fascisme à ce moment-là, et qui conduit le parti à vouloir supprimer ces groupes juifs. En réalité, petite nuance aussi, les groupes juifs vont réussir à se maintenir, ils changent, donc c'est plus exactement, ils sont plus dans la mode, ils vont être détachés progressivement pour devenir le secteur juif du Parti communiste, à la condition de ne pas être uniquement préoccupé par des questions juives. C'est central. Et troisième point, et je finirai là-dessus, le PCF et l'antisémitisme stalinien. Donc, j'irai très vite, tu l'as résumé, en gros... Oui, ok. Donc l'antisémitisme stalinien est nié par le Parti communiste français, qui est un des partis les plus staliniens d'Europe de l'Ouest. Il est nié à la fois en externe et en interne. Donc ça, c'est ce que la sociologue Marie-Claire Lavabre après a appelé au sein du Parti communiste français le secret pour l'intérieur, c'est-à-dire qu'en interne, les dirigeants peuvent très bien avoir une position, il ne s'agit pas de la communiquer aux militants de base qui pourraient en fait être perturbés et du coup discuter. Donc là, la ligne principale, c'est qu'il n'y a pas d'antisémitisme. Et en externe, il n'est pas question de reconnaître quoi que ce soit, quelques faiblesses qui pourraient être en URSS, parce que ça fragiliserait le mouvement. Et donc, il y a une négation de l'antisémitisme stalinien, donc en 52-53, mais pas dans les groupes juifs. Dans les groupes juifs, première conséquence, il y a des défections qui sont passées sous silence, qui sont presque invisibles dans les sources, on ne les voit pas. Mais il y a aussi une discussion des dirigeants du secteur juif du Parti communiste français, qui, contrairement à ce qu'on pensait, étaient staliniens, mais étaient staliniens dans une certaine mesure sur ces questions-là, et qui ont essayé de négocier avec Thorez, en fait, qui ont essayé de dire qu'on ne pourrait pas discuter parce que nous, dans les cellules de militants, ça ne va pas du tout. Là, tout le monde est en train de se demander ce qui se passe en URSS, et on aimerait bien une position du parti. Ça ne va pas aboutir, évidemment, d'où les défections. Et jusqu'en 56, 20e congrès du Parti communiste en Union soviétique, reconnaissance d'une partie des crimes staliniens, dont les crimes à caractère soviétique, mais reconnaissance que n'effectue pas le Parti communiste français. Et donc, au sein du secteur juif du Parti communiste français, il va y avoir une volonté de renégocier avec le parti, qui conduit le parti à décider de reprendre en main ces groupes, de limoger une partie des dirigeants du secteur juif du communiste en disant qu'ils sont incapables de tenir la ligne, qui est celle qu'il n'y a pas d'antisémitisme en URSS. Donc, voilà pour ce petit panel, on pourra y revenir après. Merci beaucoup et bravo, c'est fantastique. Jean-Yves Pranchère, tes travaux portent sur la philosophie politique, la démocratie et l'antidémocratie. Tu as publié en 2016 Le procès des droits de l'homme avec Justine Lacroix et en 2019 Les droits de l'homme rendent-ils idiots, où tu analyses les discours critiques de la démocratie. Je fais rapide. Tu contribues régulièrement à la revue Esprit, mais aussi à la revue de l'Institut de recherche et d'études sur les radicalités, l'INRAE. Alors, la question que je vais te poser pour la suite, c'est on a une difficulté au XXIe siècle, c'est que, contrairement au XIXe, plus personne à gauche ne se revendique antisémite. Contrairement au XIXe, l'antisémitisme, c'est passé de mode. Voilà. On entend souvent l'analyse qui dit que Jean-Luc Mélenchon serait antisémite par électoralisme. Mais
en fait, si l'antisémitisme rapportait des voix, alors pourquoi l'extrême droite fait-elle tout pour le mettre à distance? Il y a un nœud là-dedans. Pour toi, il s'agit d'autre chose. Il faut penser autrement pour expliquer le phénomène de l'antisémitisme à, de ou par la gauche. Tu parles d'un antisémitisme structurel qui agirait à gauche. Explique-nous ça, s'il te plaît. Pareil, en 10 minutes. Ok, mais je vais essayer. Merci beaucoup. D'abord, je vais dire que je suis très honoré d'être là, également ravi, parce que j'ai trouvé ces 2 journées formidables et elles m'ont donné énormément à penser. Alors, je vais essayer de me placer un peu dans un temps long et je vais repartir de ta définition de la gauche. C'est-à-dire, je pense qu'il y a 2 traits qui définissent la gauche, qui ne va pas forcément jusqu'à la socialisation des moyens de production. C'est d'une part un affect égalitaire. Elle est centrée dans le combat pour l'égalité, et ensuite elle associe l'égalité à un combat pour l'émancipation. Disons, plus la gauche est radicale, plus l'émancipation doit être collective. Bon, donc il y a un libéralisme de gauche qui défend l'égalité des libertés, mais je dirais que la gauche sociale, elle, met l'accent sur le fait que l'égalité doit se réaliser dans une autonomie collective, qui n'est pas seulement la somme des libertés, de l'égalité des libertés individuelles, et ça peut prendre 2 formes. Ça peut prendre la forme soit d'une abolition des classes, c'est le programme marxiste, soit au contraire de la construction d'une intégration sociale, c'est le programme sociologique, qui n'abolit pas le capitalisme et n'abolit pas la division du travail, mais l'intègre en lui donnant un sens d'égalité de second degré dans un système de réciprocité. Alors la difficulté maintenant, c'est que disons ceci, il n'y a peut-être pas d'antisémitisme de gauche, au sens où les matrices de l'antisémitisme sont à bien des égards antérieures à la gauche, elles viennent du christianisme à bien des égards, et je pense que les travaux de Jean-Frédéric Schaub, qui sont tout à fait admirables, ont tout à fait clarifié ça. Et on peut dire que l'antisémitisme de gauche procède à bien des égards de formes d'antijudaïsme chrétien laïcisé. Bon, ce qui n'est pas surprenant, parce qu'en fait, le christianisme commence comme un mouvement égalitaire émancipatoire. Il ne faut pas oublier que la définition du communisme par Marx, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, est une citation des Actes des Apôtres, et que les premières communautés chrétiennes vivent sous un régime communiste, purement et simplement, avec abolition de la propriété privée. Bon. Alors maintenant, que se passe-t-il? C'est que d'une part, l'égalité peut être tirée vers l'homogénéité. Elle peut être pensée sur le modèle du peuple-nation et du peuple un. Et là, il y a une accroche totalitaire. Et d'autre part, l'autonomie collective peut être pensée sur le mode de la souveraineté, ce que ne faisait pas Marx, mais ce que fait déjà complètement Lénine, avec les effets également d'unification, puisque le sujet de la volonté générale doit être homogène en tant que sujet d'une volonté générale. Alors, ce que je dirais, ce sera mon premier point, le terme antisémite fait problème, parce que justement, on a affaire à ce qui n'est pas un antisémitisme revendiqué. Donc, je retrouverai ici les considérations qu'avait Awes tout à l'heure sur la difficulté d'utiliser le mot d'islamophobie quand on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre d'une logique du soupçon. Et on est dans le même cas, on est dans une sorte d'antisémitisme de basse intensité. Bon, quand Mélenchon attaquait ou mettait en garde Ségolène Royal dans les années 2000 contre l'antisémitisme subliminal de certains de ses propos, il avançait un concept intéressant. Bon, lui, ça fait longtemps que ça n'est plus subliminal, hein, ce point est assez clair, mais bon, ce qui crée vraiment une difficulté de nomination. Je proposerais de parler d'une surdétermination antisémite. C'est-à-dire qu'il y a des logiques, des structures antisémites qui sont là et qui vont pouvoir s'activer et s'insérer dans des discours qui ne sont pas par essence antisémites, c'est-à-dire qui n'ont pas l'antisémitisme comme principe structurel ou comme principe de génération, ce qui était le cas du racisme. Hein. Chez Maurras, l'antisémitisme est vraiment un principe générateur. Donc l'antisémitisme n'est pas, par exemple, le principe générateur du proudhonisme, mais il s'insère dans la pensée proudhonienne. On a ces manuscrits de Proudhon qui déclarent souhaiter une extermination des Juifs. Et donc, c'est une structure qui fonctionne de manière endogène, autonome, mais qui, pour être activée, suppose qu'un espace lui soit ouvert. Bon. Et la question se pose donc de savoir comment ces espaces se sont ouverts dans
la gauche actuelle. Alors ici, je vais j'ai encore un peu de temps, oui, je parle très vite, hein. Je vais faire une reconnaissance de dette tout de suite parce que je pense qu'on a deux livres très importants pour comprendre ce qui se passe. Il y a le livre de Danny Trom, quels que soient les désaccords qu'on peut avoir avec lui par ailleurs, La promesse et l'obstacle, qui à mon avis est une analyse qui a été magistrale dès 2007 de la façon dont les Juifs étaient constitués en obstacle d'émancipation pour, d'une part, une gauche sociale centrée sur la figure de la victime, d'autre part, une gauche politique centrée, c'est Badiou, hein, sur la politique de la décision. Et je pense que quand on relit ce livre aujourd'hui, il apparaît comme ayant été d'une lucidité exceptionnelle. Et d'autre part, pour le temps long, le livre récent de Florence Soulac, L'histoire libérale de la modernité, race, nation, classe, qui refait l'histoire de la façon dont la notion de lutte des races a été inventée par les premiers libéraux avec Augustin Thierry, saisie comme matrice, sachant que précisément parce que le libéralisme ne peut penser la liberté que comme élimination d'un obstacle, elle pense l'histoire de la montée en puissance de la bourgeoisie comme la destruction des obstacles à la société libre qui n'a pas besoin de l'État pour l'exister, et comment ce schème de la lutte des races est transposé par Marx et par d'autres dans le schème de la lutte des classes, et comment, et c'est un point auquel Foucault avait été extrêmement sensible, même s'il ne l'a pas complètement bien formulé, et comment, en fait, dans l'histoire du socialisme, il y a une tendance de ce schème de la lutte des races à faire retour chaque fois que n'est plus affrontée la question de la transformation sociale. Et les textes de Marx sont à ce point de vue très, très ambigus, puisque tantôt il pense la lutte de classe comme élimination de l'obstacle, des obstacles mis par la bourgeoisie au développement spontané d'une société libre, sur le modèle de la commune urbaine, et tantôt, dans d'autres textes, et dans ces textes-là, il renonce à l'idée que le capitalisme est un prédateur, un parasite, un voleur, etc. Il pose la question de la transformation des rapports sociaux. Et en même temps, sa pensée est constamment tendue dans cette difficulté-là, et dans la difficulté, en fait, si vous voulez, la difficulté peut se formuler ainsi, chez Marx, il n'y a aucune pensée de ce que serait une société socialiste. Le communisme, c'est la société des purs individus. En fait, il n'y a pas de pensée sociale du communisme dans la pensée de Marx, et donc il y a un impensé du social chez Marx qui va être extrêmement actif et qui va être levé par la social-démocratie, concrètement. Bon. Alors, j'en viens à partir de là à mon deuxième point. Et je pense que pour comprendre l'antisémitisme à gauche, il faut jeter un œil sur ce qu'a été l'antisémitisme de droite dans ses variétés et se demander qu'est-ce qui existe comme équivalent à gauche, qu'est-ce qui n'existe pas. Alors, je ne vais pas faire une typologie complète de l'antisémitisme, mais je vais pointer 3 points. D'abord, il y a à droite un antisémitisme paroxystique, celui du nazisme, que Friedlander a appelé l'antisémitisme rédempteur, dans lequel l'élimination des Juifs est absolument nécessaire comme rédemption de l'humanité, la première figure de cet antisémitisme rédempteur étant Richard Wagner, qui a commencé par être à gauche d'ailleurs dans sa carrière. Cet antisémitisme est-il présent à gauche? Alors, de manière extrêmement marginale. Il est présent dans certains textes décoloniaux, mais il est rarement aperçu par les gens qui les défendent. Il est présent dans l'idée qu'on trouve par exemple dans le texte de Grossfogel, dont on parlait hier, le décolonial, qui sont répercutés en Belgique par Zemi Boutelja, dans l'idée que l'éradication d'Israël est un enjeu eschatologique messianique. C'est le terme qu'emploie Grossfogel, messianique. Bon. On le trouve peut-être chez Boutelja aussi, dans le texte qu'elle a écrit au moment des législatives, un texte à mon avis très important pour comprendre le fonctionnement, et son fonctionnement, et dans lequel elle dit en fait les mobilisations autour d'Israël ne sont pas très bonnes parce que c'est des mobilisations, parce qu'il y a un génocide. Donc ce n'est pas des mobilisations politiques, c'est des mobilisations émotionnelles et qui ne comprennent pas du tout quel est l'enjeu. Et l'enjeu, c'est un enjeu dans un combat, alors elle ne dit pas eschatologique, mais c'est bien ça, qui oppose un axe Moscou-Téhéran, à l'époque Bachar el-Assad, le Hamas, face à la modernité représentée par l'Ouest. Mais enfin, je pense qu'il a peu d'efficace. Il est présent, je le note parce que ça me semble quand même important de noter ça, le texte de Grossfogel que j'ai cité, moi j'avais lu des trucs comme ça dans ma vie que sur des sites néo-nazis auparavant. Or, c'est reçu à gauche sans poser de difficultés terribles. Il y a un deuxième type d'antisémitisme qui a été très puissant en France, c'est l'antisémitisme maurassien. Bon. Alors, il y a un trope qui est très fort dans l'antisémitisme maurassien, c'est que le juif est toujours juif. Et qu'en fait, plus le juif s'éloigne de son judaïsme, plus il est juif. Il y a un texte de Maurras dans lequel il dit Spinoza, par exemple, il a été excommunié. Eh bien, ça veut dire que c'était un juif au carré.
Parce que le juif, c'est la subversion. Et donc, si en plus le juif se désjudaïse, eh ben, il est au comble du judaïsme. Bon, là, pour le coup, on a quelque chose dans l'antisémitisme dont on n'a pas d'équivalent dans l'islamophobie. Personne ne vous dira, il y aura le thème de la taquilla dans l'islamophobie, mais personne ne vous dira, le musulman apostant, c'est le musulman au carré. Bon, là on a vraiment une spécificité antisémite, et qu'on retrouve d'ailleurs chez les sionistes français antisémites, qui vont tenir le discours justement que finalement, qu'est-ce qui nous protège contre les juifs, les mauvais juifs, c'est-à-dire les juifs cosmopolites, apatrides, la finance, etc. Ce qui nous protège contre eux, c'est l'enracinement. D'où en 67 le fait que Rebatté devienne pro-sioniste, d'où le fait que Boutang, le meilleur élève de Maurras, soit pro-sioniste, mais Boutang qui continue à dire il y a un type de juif qui est dangereux, c'est le juif déjudaïsé. Et il dit d'ailleurs les juifs subversifs, en fait, c'est les juifs déjudaïsés. Donc si les juifs se réenracinent, ils cessent d'être nocifs. D'abord, ils ont quelque part où aller, donc ils cessent de conquérir le monde, ils cessent de nous embêter, et par ailleurs, ils sont devenus comme nous des nationalistes. Alors ça, on ne le trouve pas du tout à gauche. À gauche, on avait plutôt au contraire une figure du philosémitisme, disons, qui existe dans le christianisme aussi, d'ailleurs, faisant du juif cosmopolite la figure du précurseur de la société sans classe. Bon, tu trouves ça chez les chrétiens aussi, chez Léon Bloy. Je n'ai pas utilisé mes 10 minutes, donc ça va aller très vite maintenant. Chez un chrétien comme Léon Bloy, qui, dans un texte écrit dans un langage antisémite ordurier, fait en même temps des juifs les gardiens de l'Esprit Saint, et explique que la révélation du Saint-Esprit viendra du côté des juifs, ce pourquoi Jésus a dit le salut vient des Juifs, parce que les Juifs en fait sont dépositaires des clés finales du salut. Bon. En revanche, ce que tu vas trouver à gauche, c'est une méfiance héritée du christianisme, selon laquelle, en fait, le problème, c'est des Juifs qui s'obstinent à rester Juifs. Et donc là, on a exactement le même modèle, le même mouvement que dans le christianisme. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui ne veulent pas, qui veulent rester juifs, qui ne veulent pas participer au salut universel et qui revendiquent une élection? Et donc, on reproche aux Juifs, une rupture d'égalité. Ils revendiquent une élection. Et 2, on reproche aux Juifs le fait de ne pas vouloir abandonner leur judaïsme dans la communion universelle. Bon. Alors ici, je vais dire l'antisémitisme de gauche. De ce point de vue-là, il y a 2 points que je voudrais souligner. Je vais conclure là-dessus. Premier point, il est extrêmement homologue dans sa forme mainstream à l'islamophobie pseudo-républicaine. On attend du juif qu'il se désolidarise et qu'il fasse la preuve qu'il n'est pas affilié à une identité préalable. Donc de même que le musulman doit prouver qu'il n'est pas un islamiste, et il ne peut jamais assez le prouver, il y a peut-être de la taquilla, etc. De la même manière, le juif doit prouver qu'il n'est pas d'abord un sioniste, et il ne peut jamais assez le prouver. Donc dans les 2 cas, on a cette logique du soupçon dont parlait Hauès, et qui pèse constamment, et qui est constamment renouvelée. Le deuxième point, c'est que l'antisémitisme de gauche, il surgit à la croisée de 2 lignées, et c'est là que Mélenchon est absolument exemplaire, parce qu'il participe des 2 lignées. Il y a une première lignée qui est une lignée de l'antagonisme, de la lutte des classes, et qui suppose que la politique, c'est d'abord la politique de l'hostilité, l'identification de l'ennemi, et que l'émancipation va venir de l'élimination de l'ennemi. Et là, il y a une matrice qui est profondément schmittienne, et ce n'est pas d'ailleurs un hasard si, quand le marxisme s'est effondré, Schmitt est venu à bien des égards prendre la place à gauche, parce que Schmitt est auteur d'extrême droite, mais il a une métathéorie qui n'est pas d'extrême droite, qui est le point qui se situe au point d'unité entre le léninisme et le fascisme, et qui est la métathéorie commune du léninisme et du fascisme, à partir de quoi le choix politique se fait. Schmitt choisit le fascisme, mais il reconnaît dans les léninistes des frères ennemis. Et donc, dans cette matrice-là, la politique, ça consiste à identifier l'ennemi dont l'élimination va permettre l'émancipation sociale. Mélenchon a un héritage léniniste. Deuxième, je vais très vite, filiation, c'est le républicanisme à la Michelet, qui considère qu'il faut faire corps dans une communion nationale. Je rappelle que Michelet a écrit un bouquin à la fin de sa vie qui s'appelle « La Bible de l'humanité », qui décrit l'histoire humaine comme le combat des Lumières, c'est-à-dire le principe arien, et l'obscurantisme, c'est-à-dire le principe sémitique. C'est un livre extrêmement impressionnant qui n'appelle pas du tout à maltraiter physiquement les Juifs, mais suppose que la libération viendra de la destruction du principe obscurantiste qui est le principe sémitique exprimé dans la Bible, à l'opposé du principe arien exprimé par Zoroastre. Et donc on a une figure de la communion républicaine et qui est complètement la figure dans laquelle s'inscrit Mélenchon. Voilà, qui se trouve ainsi au confluent de ces 2 traditions.
Merci beaucoup. Je passe à mon troisième intervenant, troisième invité, Philippe Marlière. Tu es docteur en sciences politiques, tu enseignes à l'University College de Londres. Tu vis University College of London, j'imagine. Tu viens d'Angleterre et tu écris sur le socialisme, la social-démocratie, les gauches radicales, sur la France et l'Europe. Tu as publié l'année dernière avec Philippe Corcuff Les tontons flingueurs de la gauche, où tu t'intéresses et tu expliques comment le confusionnisme ronge le camp politique de l'émancipation collective. Le confusionnisme, c'est une notion développée par Philippe Corcuff, si je ne me trompe pas. Donc le confusionnisme, c'est quoi? C'est l'hybridation des pensées et des théories de gauche, de droite et d'extrême droite. C'est un phénomène qui peut être volontaire ou involontaire, mais qui profite, selon Philippe Corcuff, toujours à l'extrême droite. Penses-tu que le confusionnisme soit une notion intéressante pour penser l'antisémitisme à gauche? Considères-tu également qu'il existe un antisémitisme spécifique de gauche, donc un antisémitisme de gauche? Et si oui, quelles seraient ses caractéristiques? Et je te rappelle que tu as 10 minutes. Merci. Avant de répondre à tes questions, je voudrais remercier l'invitation et surtout dire félicitations aux organisatrices et organisateurs de la conférence. C'est vraiment 2 jours auxquels j'ai assisté pour la plupart de débats de haute tenue. Donc bravo. Et j'espère qu'il y aura une suite, il y en aura d'autres. Alors, pour ce qui est du sujet, je dois dire qu'effectivement, et tu l'as dit, je suis venu à la question sur un plan scientifique de l'antisémitisme assez récemment, à travers justement mes réflexions, mes recherches sur le confusionnisme que tu as défini et dont le précurseur en France sur un plan scientifique est Philippe Corcuff, politiste et sociologue. Effectivement, on a écrit ce petit opuscule sur les têtes à gauche, hein, que l'on qualifie, qui ont des comportements, selon nous, confusionnistes. Alors, qu'est-ce que le confusionnisme? Je vais revenir sur la notion très brièvement. En gros, c'est, tu l'as dit, l'hybridation de récits, on emploie le mot récit politique, idéologique, où on a, si vous voulez, un récit qui peut partir d'une rive politique, par exemple la gauche radicale, et puis, au fur et à mesure de son évolution, de son parcours, s'échouer sur les rivages de l'extrême droite. Alors, comment ça se fait? Eh bien, ça se fait par des emprunts, parfois inconscients, parfois involontaires, de références, de propos, de concepts, aussi de schèmes, de représentation à l'ennemi politique. Hein, voilà comment se construit un autre récit qui se nourrit finalement de plusieurs récits. Et ce que l'on montre, et ce que notre recherche montre, c'est que dans ce cas de récit hybride, qui devient hybride, eh bien, il ne va pas se situer dans un juste milieu. Il va pencher toujours, immanquablement, vers la droite ou l'extrême droite. Hein, donc on voit que le confusionnisme, politiquement, profite à l'extrême droite. Et c'est quelque chose, effectivement, que l'on remarque en observant, en lisant, en écoutant les discours publics, mais aussi le travail de terrain peut le montrer. Alors, aussi un grand merci à mon collègue Jean-Yves Franchère, qui, avec brio, a brossé un panorama très intéressant de l'antisémitisme de ou à gauche, d'un point de vue historique et théorique, parce que mon propos va être justement de se nourrir de ce qu'il a dit, donc il l'a fait, je vais pas revenir dessus, et proposer des pistes et des hypothèses, puisque je crois que le sous-titre de la conférence est diagnostic. Donc moi, je n'ai pas de réponse définitive à ce stade, simplement j'émets des hypothèses, et peut-être ici, parmi l'assistante, susciter un intérêt pour, notamment, de la recherche de terrain. Je crois que ce sujet est tout à fait bon pour le terrain. Alors, pour répondre à ta question, oui, le confusionnisme, l'antisémitisme est un terrain fertile pour le confusionnisme. Et c'est une façon aussi de répondre à la question, est-ce qu'il y a un antisémitisme à ou de gauche? C'est une réponse assez compliquée parce que sur un plan lexicologique, ça dépend ce que l'on entend par A ou de. Si c'est A, par exemple, veut dire est-ce qu'il y a de l'antisémitisme au sein de la gauche? Oui, on peut dire il y a un antisémitisme à gauche. Si maintenant on entend par le préfixe A, il s'agirait simplement la parabole de quelques brebis galeuses, et qu'en général la gauche est irréprochable, alors là je dirais attention, peut-être ne faut-il pas employer A, puisque ça revient finalement
à dédouaner la gauche de certaines de ses responsabilités, à se réfugier dans le déni dont tu as parlé, et montrer que finalement il n'y a pas de problème, donc il n'y a rien à voir, passons à autre chose. On ne discutera pas d'antisémitisme à gauche. Or, je crois qu'il y a un problème ancien, ce qui me fait pencher finalement pour le 2. Le 2 a une connotation plus systémique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Et comme Jean-Yves l'a dit, il n'y a pas véritablement historiquement, l'antisémitisme historiquement est né à droite ou à l'extrême droite, notamment il a une matrice chrétienne, je suis entièrement d'accord avec ça. Simplement, c'est ce que j'appellerais une espèce de signifiant vide, c'est-à-dire que Laclos en a parlé, il a emprunté ça à Lacan, c'est-à-dire c'est une espèce de notion suffisamment floue et labile, mobile, qui permet finalement à des groupes, des individus, aux pensées et aux parcours idéologiques très divers, gauche-droite, de se raccrocher. C'est d'ailleurs, c'est pas un hasard si Laclos parle de signifiant vide, puisqu'il se veut théoricien du populisme, notamment du populisme de gauche. Et le populisme de gauche qui bâtit non plus une opposition en termes de classe, classe ouvrière contre classe possédante, mais entre le peuple et les élites, eh bien finalement, a besoin de ce signifiant vide pour justement attirer un peuple qui a une provenance idéologique indéfinie, gauche, droite, centre, etc. Je crois que les populistes ne sont pas regardants sur la provenance idéologique de leurs supporters, étant entendu, et ça a été le cas de Mélenchon qui a théorisé le populisme à gauche aux alentours des années 2016-2020. Il a mis ça en veilleuse maintenant. Il s'est souvenu que pour gagner l'élection, il avait peut-être besoin de la vieille gauche. Mais pendant ces 4-5 années, il a méprisé la gauche partisane syndicale, et surtout il a dit on va rassembler le peuple, qui malheureusement pour lui n'a pas été au rendez-vous sur un plan électoral, mais c'est ça le truc. Donc on voit très bien que ça marche très bien avec l'antisémitisme, puisqu'il n'y a pas intrinsèquement un antisémitisme de gauche, historiquement. Il y a un antisémitisme de gauche si l'on entend par là, comme je l'ai dit, que c'est suffisamment systémique pour accoler 2 et pas A. Donc là, c'est mon hypothèse. Mais je dirais que c'est un signifiant vide dans le sens où l'antisémitisme de gauche emprunte à des traditions, d'où le confusionnisme, emprunte à des traditions diverses. Je vais vous donner l'exemple très connu. Moshe Poston, le théoricien marxiste canadien, a écrit dessus, sur cette critique vulgaire du capitalisme, utilisant une vulgate marxiste qui finalement aboutit à une représentation confusionnisme et antisémite parce qu'on désigne les juifs comme étant les profiteurs du système capitaliste, sous la forme de la figure du juif financier, l'usurier, du capitaliste. Bon, finalement, c'est un type de représentation qu'on peut aussi trouver à droite ou à l'extrême droite. Donc, c'est pas intrinsèquement de gauche. Donc, on voit qu'il y a des passerelles. Présenter simplement cela comme un antisémitisme strictement de gauche, je crois, est tout à fait exagéré. Autre exemple plus contemporain, pendant la pandémie du Covid, récemment, les manifestations anti-vax, anti-masques, qui partaient dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas d'organisations de gauche, parfois de gauche radicale, et qui finalement ont abouti, dans nombre de cas, à chercher un bouc émissaire, à l'imposition du vaccin et du masque. Qui, vous vous souvenez, sur les pancartes, et ce qui, évidemment, on sait à qui il faisait référence. Dernier exemple, réduire le sionisme à un projet colonisateur, génocidaire, pour employer un mot très, très couru, je crois, en France en ce moment. C'est un phénomène, évidemment, de diabolisation et antisémite, et qui est un soubassement confusionniste également, car il mélange anticolonialisme. On peut effectivement avoir une discussion tout à fait sérieuse sur le colonialisme israélien, sur les territoires palestiniens, et donc soubassement confusionniste car il mélange anticolonialisme et l'essentialisation diabolisée d'un pays, mais aussi d'un peuple, des Israéliens, et par extension, c'est bien des Juifs en général. Donc voilà. Et j'ajouterai aussi une dernière chose, c'est que pour passer un petit peu de temps sur les réseaux sociaux, quand vous avez des intervenants politiques, des dirigeants politiques de premier plan français, de gauche évidemment, qui, à longueur de tweet par exemple, dans toute intervention sur Gaza, accolent systématiquement, lorsqu'ils parlent d'Israël ou de la situation dans la région,
accole l'adjectif génocidaire. Bon, là, on rejoint l'antisémitisme subliminal, pas si subliminal d'ailleurs, qui consiste par un procédé de répétition ad nauseam à provoquer des correspondances dans les esprits, hein, par une forme, effectivement, si Israël est un État génocidaire, c'est donc un État qui produit le mal absolu, et par ailleurs, souvenons-nous qu'historiquement, un autre État génocidaire, dans les années 30-40, a fait la même chose. Donc on voit effectivement, de façon subliminale, implicite, si vous trouvez que le mot subliminal est trop fort, on parvient à fasciser ou nazifier Israël et les Juifs. Alors, un exemple sur le côté très hybride de l'antisémitisme à gauche ou de gauche. Je vais reparler de Jean-Luc Mélenchon, ce sera l'unique fois, je crois. Et notamment, ce qui me frappe chez lui, pour le lire de façon très, très, très approfondie, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il écrit, il écrit beaucoup, c'est l'un de mes objets d'étude. Ce qui me frappe, c'est que les tropes antisémites qu'il produit, parce qu'il produit des tropes antisémites, sont tout à fait induites par le vieux fond chrétien. C'est pas du tout sur la base plus moderne, notamment par exemple d'un Jeremy Corbyn. Ces tropes antisémites ne sont pas nourries par le vieux fond christianisme antisémite. C'est l'antisionisme de sa génération, de sa jeunesse militante des années 60, de l'après-guerre des 6 jours. Hein, voilà. Mélenchon parle très peu en réalité. Il en parle plus parce que c'est la conjoncture, parce que à la LFI c'est un sujet important, mais lui-même, je sais que sur sa carrière politique de plus de 40 ans, c'est très très peu intéressé à la question israélo-palestinienne, très très peu. Et donc c'est un vieux fond chrétien. Vous vous souvenez certainement lorsqu'on lui avait demandé récemment, c'est en 2022 je crois, est-ce que Zemmour est antisémite? Il avait répondu non, il n'est pas antisémite. Et il avait dit, je cite Mélenchon, on ne change pas la tradition, on ne la bouge pas. La créolisation, quelle horreur! Tout ça, ce sont des traditions qui sont beaucoup liées au judaïsme, qui a ses mérites, ça lui a permis de survivre dans l'histoire. Donc on voit tout à fait, c'est ça. Parlant du racisme. Oui, oui. Voilà. Et donc, on renvoie les Juifs, historiquement, un peuple qui ne se mélange pas, qui a ses traditions, qui est à part, hein, ce qui est tout à fait un trope antisémite. Alors, je vais parler de l'instrumentalisation, parce que j'ai plus beaucoup de temps. Je crois que ça fait partie des mécanismes antisémites au sein de la gauche, notamment au sein de la gauche radicale, parce qu'il ne faut pas se voiler les yeux, c'est beaucoup plus fort dans cette partie-là. Et après, dans la discussion, si vous voulez que je définisse ce que j'entends par gauche radicale, je pourrais balancer quelques noms d'organisations. Mais ce n'est pas nécessaire à ce stade. L'instrumentalisation, c'est quelque chose qui va au-delà du déni. Hein. La première étape, c'est le déni. Non, on n'est pas antisémite. Pourquoi? On est de gauche, on ne peut pas être antisémite. Ça a été dit déjà par les deux intervenants précédents. L'autre niveau, c'est de dire finalement, ceux qui nous accusent d'antisémitisme le font pour nous instrumentaliser, pour nous couper les pattes politiquement, pour nous discréditer, pour nous rendre infamants. Et surtout lorsque nous sommes forts. Et c'est l'explication d'ailleurs donnée par Mélenchon. J'avais dit que j'en parlerais qu'une fois, mais il faut que je revienne là-dessus. Corbyn a perdu la direction du Parti travailliste. On conclut et on reviendra. D'accord. Ok. Bon, alors j'en reste là. On va revenir sur ce que tu as préparé, je te promets. Je suis dur. Tu veux conclure, pardon, excuse-moi. Je te laisse 30 secondes. Oh, je n'ai parlé que 13 minutes. Bon, on va revenir. Merci Okay. Philippe, je suis désolé, c'est difficile comme exercice. Mais on a envie de beaucoup parler, désolé. Le concept de super blanc, c'est la rencontre de l'utilisation des théories intersectionnelles et de la notion de privilège blanc qui ignorerait l'histoire et ne considérerait pas la problématique de l'antisémitisme. Et on se rend compte que dans cette idée du privilège blanc, l'idée que certaines personnes dans la société ont accès, enfin les personnes dites blanches dans cette théorie, ont accès à des richesses, un patrimoine, une représentation dans les médias. En fait, dans le cas de l'application du concept de blanc aux juifs, eh bien, finalement,
on réaccuse les Juifs de tout ce qu'on les accuse depuis longtemps. Voilà. Est-ce que ce concept, vous pensez qu'il est intéressant à explorer? Voilà, c'était ma première question. Tu me vois maintenant? Non, excuse-moi, je te tutoie. Est-ce que tu penses que voilà, c'est le stress de fin de table ronde? C'est la première question. Est-ce qu'on prend d'autres questions en même temps? Oui. Oui, c'est plutôt un commentaire parce que dans tout ce que vous avez présenté, peut-être à part ce qu'a présenté Zoé, il est beaucoup question de langage, il est beaucoup question de réseaux sociaux, il est beaucoup question de passage d'une théorie à l'autre, etc. Bon, je pense que dans l'histoire des liens entre la gauche et l'antisémitisme et l'antisionisme, il y a quand même toute une histoire assez récente de liens avec le terrorisme palestinien, où on a aussi des liens qui se nouent avec l'extrême droite, qui peut soutenir certains mouvements. Bon, c'est toute une histoire qui largement reste à faire, parce que on a essentiellement peut-être des enquêtes journalistiques plus qu'historiques, mais je pense que cette réalité-là, ces faits-là, il faudrait aussi les intégrer dans le récit des liens entre extrême droite et extrême gauche sur ces questions et des passages et de cette focalisation sur Israël aussi qui est très nette depuis les années 70. Voilà. Il y avait une question qui portait sur la blanchité, whiteness. Hein, je crois que c'est le terme français, blanchité pour whiteness. Et alors pourquoi à gauche, notamment dans le milieu de l'intersectionnalité et de la critical race theory, hein, pour employer une autre école de recherche anglo-américaine, les Juifs ne sont pas des dominés, mais des dominants, tout simplement parce qu'ils sont blancs. On les décrète blancs. Hein, il y avait un livre assez connu, je crois, publié à la fin des années 90, Karen Brodkin, How Jews Became White Folks, comment les Juifs sont devenus des Blancs. Et alors, la whiteness, c'est pas une question de phonétype, de couleur de peau en théorie, c'est une question de statut. C'est-à-dire qu'on associe aux Juifs un statut de dominant politique, économique, culturel. Donc c'est une... Il y a une réponse à ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Tu as cité tout à l'heure David Schraub, qui a une réponse, je crois, très intéressante et imparable à cette exclusion des Juifs. D'ailleurs, très intéressant, j'habite dans un pays où il y a un census, le recensement, voilà, où on demande votre ethnicité. Donc, et alors, vous avez différentes... Alors, il y a noir, il y a asiatique, etc. Et vous avez white English, white Irish, white other... mais rien sur les Juifs. Très intéressant. Hein, ce qui fait que je dois répondre white other. Et alors la réponse de Schraub, je la lis parce qu'elle est très intéressante. Il dit, dans le contexte américain, un Juif américain dont les grands-parents ont immigré d'Autriche peut sans doute bénéficier du privilège blanc lorsqu'il croise une voiture de patrouille routière, mais n'en jouit en aucune façon lorsque des suprémacistes blancs sont à la recherche d'une cible à harceler. Je crois que c'est assez imparable, effectivement, et qui, je crois, démantèle l'idée selon laquelle, surtout d'un point de vue historique, les Juifs seraient blancs. Donc ça, c'est pour la blanchité. Et un point, effectivement, on a parlé essentiellement en termes d'habitus, de représentation dans nos trois présentations, mais ceux-ci viennent, si vous voulez, à la suite d'une série de faits, d'interactions historiques. Et effectivement, il faut les replacer dedans. Et je pense qu'effectivement, il y a le tournant de la guerre des 6 jours, où Israël passe du statut de jeune État qui lutte pour sa survie, hein, qui est entouré de pays arabes, à un État dominant, exploiteur, colonisateur. D'ailleurs, on n'a pas attendu 1967 pour ça. Dès les années 40-50, et ça c'est le deuxième point, le rôle joué par le soviétisme dans la construction, dans la diabolisation d'Israël, qui d'abord est perçu dès les années 40 à la fin des années 40 comme un État capitaliste au Proche-Orient. Donc déjà, ça, c'est pas bon, en dépit du soutien
de l'URSS à Israël initialement. Et dans un deuxième temps, eh bien, c'est la diabolisation d'Israël décrit comme un pays fasciste, nazi, déjà, hein, avec la sionologie, etc. Et donc, en quelque sorte, ce à quoi on assiste aujourd'hui avec la question d'État génocidaire, il n'y a rien de nouveau en quelque sorte. C'est la continuation de ça. Ça existait déjà. Simplement, les schèmes, les habitus à gauche qui reprennent, qui se nourrissent de cette construction soviétique, eh bien, sont là, sont encore là. Et les acteurs présents, inconsciemment, consciemment, prennent ces représentations à la source. Merci. Question pour Philippe et éventuellement pour Jean-Yves, si jamais ça résonne. Je reviens à des choses peut-être plus proches du terrain, les syndicats en l'occurrence. J'ai une interview de Jérémy Corbyn dans la revue syndicale FGTB, donc Fédération Générale du Travail de Belgique, classée à gauche. Et l'intervieweur demande à Jérémy Corbyn: depuis toujours, vous êtes un militant engagé contre toutes les formes de racisme et de sectarisme. Pourtant, vous avez pu être accusé sans vergogne et sans fondement par les médias d'antisémitisme. Faut-il en conclure que la bataille est perdue dans les médias traditionnels et qu'il ne reste plus qu'à jouer pleinement la carte des médias sociaux? Voilà la question qu'on peut lire dans un journal syndical. Et ça pose aussi la question du déni, donc ça rejoint aussi Zoé. C'est une question qui comporte une réponse déjà. Oui, c'est peut-être plus une remarque, en fait je le remarque maintenant. Mais c'est peut-être un exemple de ce qui se manifeste encore actuellement. Et un deuxième exemple très rapidement, Jacobin, l'édition néerlandaise, a interviewé Mohamed Khatib de Samidoun. Samidoun, que moi je classe à l'extrême droite, mais malgré le fait qu'ils disent défendre les prisonniers palestiniens, dans l'interview, on peut lire qu'il considère que toute personne sur les territoires israéliens n'est pas un civil et donc peut être tuée. Donc ça, c'est explicitement dit, mais Jacobin va considérer qu'il mérite d'être interviewé. Alors l'interview est intéressante pour ce que ça révèle, mais que Jacobin le fasse, ça pose aussi des questions sur la gauche. Et donc c'était ma réflexion peut-être sur la question de la gauche actuellement, gauche et antisémitisme, voilà. Je voulais dire, de même que Philippe Marlière vient d'introduire la question du tournant de 67, moi je pense qu'il faut introduire d'autres tournants quand même, qui viennent du terrain réel, israélien, palestinien quand même. Et donc, je me dis, dans notre description de la diabolisation, etc., de quelle manière il est possible d'introduire ce réel de ces tournants-là, qui ne sont pas simples? Il y a une domination, une occupation de certains territoires en 67. Il y a aujourd'hui une guerre avec des massacres à Gaza. Comment on fait? Alors, je sais que j'ai entendu quelque part ou lu quelque part qu'Orkut dise « Je n'ai pas besoin du terme génocide pour condamner les massacres de Gaza ». C'est très bien. Mais comment on en parle aussi? Comment on ne s'abstrait pas de ce terrain-là difficile et on ne dit pas tout est noir de l'autre côté de ceux qui critiquent Israël, et comme si tout était blanc de l'autre côté, si je peux dire. Je force un peu le trait là, je caricature un peu. Voilà, mais c'est juste ça. Comment on peut tenir une critique forte de ces antisémitismes-là qui diabolisent, etc., sans s'abstraire d'un réel qui a largement évolué avec une extrême droite israélienne suprémaciste blanche quand même, si je peux dire. Julien a donné des exemples de déni de l'antisémitisme à gauche qui, à mon avis, parlent d'eux-mêmes. Donc je ne sais pas s'il faut réagir. Il a donné des citations d'entretien dans des revues de gauche belges et néerlandaises qui sont assez prototypiques. La question que pose Martine est celle de savoir comment il faut articuler la critique de la politique coloniale et criminelle israélienne et la critique d'antisémitisme. J'ai envie de dire, on avait déjà un peu le même problème avec la critique de l'islamophobie
et la critique de l'islamisme. Enfin, on est confronté à quelque chose. Là encore, le parallèle avec l'islamophobie me semble assez fort. Je ne sais pas s'il faut les articuler, j'ai envie de dire, il faut simplement tenir bon sur les deux côtés. Il faut attaquer, enfin, moi, je pense que il faut par exemple un soutien total à la CPI, dont en plus les mandats d'arrêt ont été à mon avis définis, mais avec une précision chirurgicale, il me semble donner un exemple vraiment alors parfait de type de condamnation. Il faut réclamer l'application du droit international et puis en même temps faire remarquer tout ce qui, dans le discours antisioniste, n'a rien à voir avec la condamnation d'Israël. Enfin, je sais que chez des militants antisionistes, il y a un grand argument qui est la preuve par la Palestine. Moi, il y a quelque chose à quoi j'attache beaucoup d'importance depuis le début des années 2010, c'est la preuve par la Syrie. Et ça m'a semblé un enjeu fantastique. Il y a quand même énormément de gens qui sont des antisionistes rabiques et qui ont soutenu à fond Bachar el-Assad, soit 500 000 morts, l'utilisation des armes chimiques, des centres de torture industriels absolument monstrueux, dont les Palestiniens, la liquidation du camp palestinien de Yarmouk et 6 millions de réfugiés. Bon, si ça, c'était pas un problème, et on sait que c'était pas un problème pour Boutelja, comme le génocide des Ouïghours n'est pas un problème pour elle, comme l'invasion de l'Ukraine n'est pas un problème pour elle, il me semble que là, on a affaire à des gens qui, en fait, n'ont rien à faire de la question israélo-palestinienne et sont dans un autre agenda géopolitique. Voilà. Donc ça me semble... voilà. En même temps, je pense que, justement, être ferme sur la Syrie nous oblige à être tout aussi ferme sur Israël, qui, d'une certaine manière, c'est considérablement assadisé, je veux dire. Il n'y a pas la prison de Sednaya, mais voilà, et il faut le dire. Bon. Il y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est la question du dialogue, en fait. Du dialogue avec d'autres groupes, avec d'autres positions, avec d'autres personnes qui ont des expériences, qui ont des liens, comment faire, en fait, voilà. Comment faire pour déconstruire, pour dénoncer sans accuser, sans polariser. Voilà, moi, c'est toutes ces questions qui me travaillent beaucoup. Il y a aussi l'intervention de Philippe Ménard sur l'analogie. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment passionnant, donc merci à tous. Voilà, dans une approche vraiment fondamentalement, résolument humaniste, quoi, parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles vous travaillez, tous et toutes, avec plein d'approches et de méthodologies différentes. Chaque fois, je me dis, oh là là, j'aimerais tellement que telle personne soit avec moi dans cette situation-là, parce que je me suis sentie démunie, perdue, j'étais à plein de moments, et je me suis reconnue dans plein de choses, et donc voilà, c'est une question un peu ouverte, ça pète à tous les intervenants et intervenantes comme aux participants. Donc peut-être que j'ouvre un truc énorme et là on doit conclure, mais voilà. C'est une super question de conclusion. Je dis, Zoé, est-ce que dans l'histoire des Juifs communistes, il y a une stratégie qui a permis au secteur juif du Parti communiste de faire comprendre à leurs camarades qu'il y avait un problème? Est-ce qu'ils ont utilisé la science, le rapport de force, Enfin, est-ce qu'il y a des exemples dans l'histoire qui permettent ce retour au dialogue? Oui, alors est-ce que c'est un dialogue ou est-ce que c'est un rapport de force? Il y a un cas intéressant qui est après 1956, dans les années 50, il y a des accusations de disparition de la culture yiddish en URSS qui conduisent des militants d'abord juifs américains à faire des articles de presse dessus, puis des Français, dont un militant juif communiste français qui s'appelle Chaim Sloves, à se dire, moi il croyait dans le parti, je vais écrire une lettre à Maurice Thorez en lui disant, est-ce qu'on ne peut pas faire un petit voyage en URSS pour aller vérifier sur le terrain? Il écrit à Thorez 3-4 lettres, Thorez n'en peut plus, il dit oui, et il décide d'envoyer 3 juifs communistes en URSS faire une petite visite guidée en fait par le parti. Donc ils visitent des théâtres yiddish où en fait aucun acteur ne parle vraiment yiddish dans les coulisses, ils ont tout appris par cœur, ils peuvent parler à personne. Et quand ils rentrent en France, les 2 dirigeants du secteur juif disent à Sloves, bon bah t'es content, on fait un rapport en disant que le yiddish vit bien en URSS puisqu'il y a du théâtre, tout se passe plutôt bien. Et Sloves va refuser. Au début, il va essayer de négocier, il va réécrire des lettres à Thorez pendant plusieurs années. Et il va menacer en fait de briser le secret pour l'intérieur au sein du parti, en disant s'il n'y a pas de reconnaissance officielle du Parti communiste et un avertissement envoyé à l'URSS,
avec une prise de position publique du Parti communiste français, qui peut conduire l'URSS parfois à changer des positions. Je révélerai ce qui se passe. Et donc Slovès va rompre, après plusieurs années, avec le parti, en écrivant un rapport dans un journal juif non communiste sur ce qui s'est passé. Donc il est mis au banc du secteur juif du Parti communiste, mais il a essayé de faire plier Torres, et il y a eu discussion quand même. Enfin, il y a eu, Ça n'a pas fonctionné. Alors, non, ça n'a pas fonctionné. Non. Mais c'est une belle histoire. Non, mais il y a une histoire qui a fonctionné. Par contre, Il y a une histoire, bien sûr. il y a en 64, on en a parlé, une brochure qui est publiée en Ukraine, enfin, par l'Académie des sciences ukrainiennes, qui s'appelle Judaïsme sans phare, et qui est une brochure antisémite, mais qui s'éloigne d'un antisémitisme strictement fasciste dans la manière dont elle est écrite. C'est très antisioniste, donc avant même la fin des années 60, où il va y avoir un antisionisme très, très fort en URSS et dans les démocraties populaires. Ça se rapproche presque d'un antisémitisme racial dans la manière dont les partis communistes occidentaux vont l'analyser. Et les partis communistes occidentaux, enfin un certain nombre de membres des partis communistes occidentaux, dont français, vont être outrés et faire remonter ça à la direction du parti, qui va en fait faire remonter ça en URSS, qui va donner un blâme à celui qui a écrit cette brochure Judaïsme sans phare. Et donc là, il y a eu une forme... Excuse-moi, sur cette brochure, on peut dire qu'elle est écrite par Trofim Kishko, et elle est promue par le parti... par l'Académie des sciences ukrainiennes, et après c'est diffusé dans des journaux en URSS. Voilà, donc c'est important, et c'est parce que des partis communistes occidentaux vont se dire là ça va trop loin, et que ça ne correspond pas à notre manière d'analyser l'antisémitisme, qu'il y a finalement un blâme donné à son auteur et donc un retrait par l'URSS. Donc là il y a une forme de dialogue. C'est le seul cas, je crois. Peut-être, non, mais dans l'histoire, en fait, on a beaucoup d'autres cas. Je pense à l'affaire Dreyfus, notamment. Alors, il y a plein d'histoires à raconter, mais notamment 2 anarchistes juifs qui écrivent une lettre absolument incroyable au Parti socialiste, qui s'appelle « Lettre du prolétariat juif au Parti socialiste ». Donc, ils interpellent leur camp politique en disant... vous vous trompez, ils ont des phrases assez fortes, vous voulez greffer... Vous pensez que l'antisémitisme est un arbre amer qu'il faut faire pousser et sur lequel on pourra ensuite faire porter les fruits du socialisme. Vous voulez greffer la lutte des classes sur la lutte des races. Vous vous trompez, etc. Donc je pense que voilà, dans l'histoire, ça pourrait faire l'objet d'un colloque à part entière, comme chaque thème, je crois. Merci beaucoup aux près de 40 intervenants de ces 2 journées. Merci à vous. J'espère que ce colloque, c'est l'occasion d'une suite de travaux, d'élaboration collective. On a présenté le collectif dans l'introduction. Rejoignez-nous, hein, c'est ça le message. On a du travail à réaliser ensemble. Venez nous voir. Si vous êtes intéressé par le collectif de recherche-action, de lutte et d'analyse de l'antisémitisme contemporain, vous pouvez écrire à l'adresse du colloque antisémitisme SHS, ce sera le plus simple, et on vous fera part des activités de ce collectif, de leur organisation et des différentes tâches à accomplir, et des futurs événements très très intéressants qu'on vous réserve. Merci beaucoup.